Le chef se fait attendre, les jeunes patriotes en profitent pour s'exhiber face à la caméra. Sur leur t-shirt, des slogans guerriers. Manifestement, il est encore trop tôt ici pour enterrer la hache de guerre. Ça va chauffer, là-bas boaké, ici à Abidjan, commando malo yaya, commando malo yaya, commando malo yaya, commando malo yaya. On les appelle les jeunes patriotes. Plusieurs dizaines de milliers prêts à tout pour en découdre avec les rebelles. Ce sont les plus fervents partisans du président Gbagbo. Mais pour eux, le vent va subitement tourner. 4 décembre 2003, Yamoussoukro, capitale administrative. Ce jour-là, toute la Côte d'Ivoire s'attend à une déclaration fracassante du président Gbagbo. En bout de table, les chefs militaires rebelles. Leurs représentants politiques ont claqué la porte du gouvernement depuis 3 mois. L'état-major français est présent, l'atmosphère est tendue. À côté du président, le Premier ministre Sédou Diarra. Il n'attend qu'une chose, que Laurent Gbagbo applique enfin les accords de Marcoussis. Chers compatriotes, ne nous trompons pas d'adversaire et ne nous trompons pas de combat. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de nous battre contre les Français. Il s'agit de nous battre contre nous-mêmes. Pour que nous reprenions notre destin en main et que les enfants de ce pays ne poignardent plus la mère patrie. J'ai à Ouaké annoncé la fin officielle de la guerre. Laurent Gbagbo vient de prendre tout le monde de court. Ses adversaires, les rebelles, mais également ses plus fidèles partisans. À Abidjan, au lendemain du discours de Laurent Gbagbo, rien n'a vraiment changé sur le terrain de football qui sert de champ de manœuvre aux jeunes patriotes. Petite foulée pour l'exercice matinal. Leur chef, c'est lui, Eugène Dué, un ancien syndicaliste étudiant qui se fait appeler aujourd'hui le maréchal. Depuis 1 an, il a trouvé une raison de vivre. Patron de milice. Un pays en France, tout à l'heure, nous allons passer à la revue des troupes. Revue de troupes. Soignez les alignements, merde. Que les gars? Propre. Si demain ils ont des armes, est-ce qu'ils sauront s'en servir? Ah ben ça c'est Dieu qui détermine tout. Si vous voulez, trouvez-moi une arme et puis on va essayer. Ils savent s'en servir. Hein. Et si les jeunes patriotes savent manier les armes, ce n'est pas un hasard. Ils sont discrètement encadrés par des soldats de l'armée régulière ivoirienne, les Fancy. Il n'y a pas de Fancy, c'est des unités spéciales. C'est des hommes spéciaux qui s'occupent d'eux, c'est pas les Fancy. Et ces hommes spéciaux, qu'est-ce qu'ils font? Ah ben c'est des militaires, soit des anciens militaires, soit des... oui, signaler chaque fois qu'on arrive. Réponse visiblement embarrassée d'Eugène Dué qui réalise soudain qu'il en a peut-être trop dit. Par les temps qui courent, mieux vaut rester discret. Les jeunes patriotes ont une sinistre réputation à Abidjan. Il n'y a pas de dérapage. De temps en temps, il y a quelques excès de colère, quelques excès, quelques états d'âme que nous arrivons à canaliser rapidement. Ce sont des hommes, mais il n'y a jamais eu d'action, d'attaque ou je dirais, de violence sur les populations. Des violences sur la population civile, il y en a toujours en Côte d'Ivoire en ce début décembre. Officiellement, les combats ont cessé depuis longtemps, mais une guerre larvée se poursuit dans les faubourgs d'Abidjan. Ici, l'appel à la paix du président Gbagbo n'a pas été entendu. L'ivoirité, cette doctrine ultranationaliste qui a déclenché la guerre, fait toujours des ravages. Les victimes sont toujours les mêmes, les Ivoiriens du Nord et les étrangers confondus. Ce jour-là, dans le quartier de Port-Boué 2, on enterre un vieillard. Bonse Inoussa habitait ici depuis plus de 30 ans. Ce sont des hommes en uniforme qui l'ont abattu sans aucune raison, selon les témoins. Des gens du Nord, eux aussi, qui profitent de la caméra pour dénoncer les violences dont ils font régulièrement l'objet. On te prend, on t'amène dans un coin bien isolé, on te fouille, tout ce que tu as, les gars prennent et puis on te laisse.
Si tu as la chance, on te laisse la vie sauvée. On nous a raflé ici, aller nous frapper derrière un cimetière où on est parti tout de suite là. Puis ils sont venus, ils nous ont laissé là-bas, puis ils ont pris nos portables, nous l'argent, tout nous a laissé. Tout mon dos là, tout est gâté. Et voilà ça, c'est comment on fait. Ouais. Et ça, c'était qui ça? C'était la gendarmerie. Ils avaient un cargo blanc là. Parmi la foule venue à l'enterrement, l'imam Koudous, grande figure de la communauté nordiste de Côte d'Ivoire. L'homme a son franc-parler. Il rencontre régulièrement, dit-on, le président Gbagbo pour le ramener à la réalité. Il y a les rafles qui sont organisées et dans ce quartier-là, la plupart des nuits, surtout, comme je l'ai dit, au moment des événements malheureux, le quartier est vraiment attaqué par les forces de l'ordre. Nous ne savons pas qui, c'est gendarmes, c'est policiers, c'est quoi, nous on ne sait pas. Mais on sait que c'est les corps habillés qui viennent tuer les gens ici. L'imam nous emmène ensuite à la mosquée pour y lancer un appel au calme, car la colère gronde dans le quartier. En septembre 2002, c'est aussi contre cette violence attisée par la haine ethnique que les rebelles avaient pris les armes. Aujourd'hui, les Ivoiriens du Nord, en majorité musulmans, en paient toujours le prix. On a tenté à croire que tout le malade de la Côte d'Ivoire, c'est la communauté musulmane, alors que cette communauté musulmane a contribué pour le développement de ce pays. Cette communauté musulmane a prié depuis les premières heures de la naissance de cette Côte d'Ivoire. Cette communauté a soutenu tous les pouvoirs successifs. Retour à Yopougon, le fief des jeunes patriotes, 4 jours seulement après le discours de Laurent Gbagbo. Au programme ce matin, un meeting sur la conduite du mouvement dans les prochaines semaines. Le chef se fait attendre, les jeunes patriotes en profitent pour s'exhiber face à la caméra. Sur leur t-shirt, des slogans guerriers. Manifestement, il est encore trop tôt ici pour enterrer la hache de guerre. Arrivé du chef, c'est à lui maintenant d'assurer le spectacle. Un show qui se veut bien réglé. Dans la salle, les militants sont déjà très remontés. À la tribune, Eugène Juet désigne les cibles. Manifestement, il n'a pas entendu les paroles de paix du président Gbagbo. Les patriotes vont passer pour aller libérer les différentes zones occupées. Si sur notre passage, nous rencontrons des soldats français, nous allons les traiter comme des rebelles. Tout simplement. La France n'est pas notre ennemi. Nous n'avons aucun sentiment anti-français. Mais là où nous sommes arrivés, nous voulons que les rebelles descendent. La ligne dure l'a donc emporté. Les militaires français restent les adversaires désignés des jeunes patriotes, comme par le passé. Début décembre, quelques jours avant le discours de Laurent Gbagbo, les jeunes patriotes n'avaient pas hésité à passer à l'attaque. Nous sommes à Abidjan, devant la caserne du régiment français stationné en permanence en Côte d'Ivoire. Voici les jeunes patriotes à l'œuvre. Des manifestants parfois très dangereux, à l'image de ces deux-là qui manient la machette avec dextérité. Ce véritable siège a duré 3 jours au total, sans intervention de la police ivoirienne, dans un pays où les manifestations sont pourtant interdites. Depuis, la caserne a retrouvé son calme jusqu'à la prochaine alerte. D'ici là, les militaires français ont décidé de prendre leurs précautions. Un nouveau mur d'enceinte est en cours de construction. Si le régiment français d'Abidjan est la cible des jeunes patriotes, c'est qu'il abrite le centre opérationnel de l'opération Licorne, le dispositif militaire mis en place par Paris depuis le début de la crise. Le général Rakhmadou est le numéro 2 de l'état-major de cette force d'interposition placée sous mandat des Nations Unies. C'est l'interlocuteur des rebelles et des loyalistes. L'homme ne s'en cache pas, les jeunes patriotes font partie d'une mécanique soigneusement huilée.
C'est à l'évidence une pression exercée sur l'Icorne et sur la France, l'objectif étant de nous pousser à obtenir des résultats rapides en matière de désarmement, notamment du côté de l'ex-rébellion. Donc ces éléments, certes incontrôlés par moments et qui ont quand même causé des dégâts significatifs, ces éléments sont toujours restés dans une certaine limite en termes de violence et à chaque fois qu'ils en ont reçu la consigne, obéi avec une discipline qui est à la fois surprenante et réconfortante. La rumeur veut qu'il propage des idées qui concourraient à soutenir le président Gbagbo. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans les meetings et qu'on lit dans les journaux. De là à dire qu'il y a des liens, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous le préciser. Toute guerre a ses victimes, les jeunes patriotes ont leurs martyrs. Des blessés soignés à prix d'or dans la meilleure clinique d'Abidjan. Alors lui, c'est le plus touché. Celui-ci a reçu un éclat de grenade dans la jambe quelques jours auparavant alors qu'il tentait de franchir la ligne de front pour s'en prendre aux rebelles. Une manifestation théoriquement pacifique, mais appuyée en réalité par certains éléments de l'armée loyaliste. Les soldats français avaient alors ouvert le feu sur le cortège, blessant légèrement 3 des manifestants. Ces partisans de Laurent Gbagbo sont décidément bien entourés. Visite surprise de Clotilde Owochi, la ministre de la Solidarité venue personnellement saluer ces jeunes patriotes tombés au champ d'honneur. Vous savez que la jeunesse mène un combat pour la libération de la Côte d'Ivoire, mais aussi un combat pour la libération de toute l'Afrique. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans un premier temps. Et puis ensuite leur apporter donc tout le soutien moral, tout ce qu'il faut. C'est notre rôle à nous d'être à leur côté pour les encourager dans la lutte qu'ils mènent. Je trouve que quel que soit ce qu'ils ont fait, ils ne méritaient pas ce traitement-là. C'est inhumain. Vous pensez que les Français sont allés trop loin? Je réserve ma réponse. C'est pas moi de dire ça. Donc madame, je vais appeler plutôt, parce que Jeudi 11 décembre, une semaine jour pour jour après le discours de Laurent Gbagbo. Conseil des ministres à la présidence. Ordre protocolaire soigneusement respecté avec tout d'abord Sédou Diarra, le Premier ministre de consensus nommé presque à contre-cœur voici un an par le président Gbagbo sous la pression internationale. Sédou Diarra qui depuis ne parvient pas à faire appliquer les accords de Marcoussis à la tête de son gouvernement dit de réconciliation. Une équipe élargie où tous les partis, y compris les rebelles, sont théoriquement représentés. Le président a un mot pour chacun, les plus fidèles surtout, comme notre ministre de la Solidarité. Coupé et décalé. Mais toi hier, je t'ai pas vu après. Les ministres rebelles, quant à eux, poursuivent toujours la politique de la chaise vide pour dénoncer le double langage pratiqué par Laurent Gbagbo. Le président de la République a eu à dire par le passé que l'accord de Marcoussis c'était un accord difficile pour lui. C'est comme s'il avalait de l'huile de ricin, c'est la formule, mais que finalement, il est prêt à poursuivre l'accord de Marcoussis. Donc nous sommes en phase. Nous voulons entrer en 2004 avec un désarmement réel. C'est ça surtout. Bien sûr, chaque jour ou chaque semaine, chaque fois que nous franchissons un pas dans cette direction, il y a des événements extérieurs qui viennent, j'allais dire, enrayer, les avancées que nous faisons. Mais nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. D'ici là, il reste donc un long chemin à parcourir vers la paix. La Côte d'Ivoire est toujours coupée en deux depuis septembre 2002. Cap-Vert-Bouaké, au nord, la seconde ville du pays qui sert de capitale aux rebelles, désormais appelés les Forces Nouvelles. Un avion militaire français est attendu sur l'aéroport fermé au trafic civil depuis les combats. Un aéroport soigneusement gardé par les insurgés. À bord, une délégation de la force Licorne, général Rakhmadou en tête. Salut Chérif. Mais aussi des officiers supérieurs des Nations Unies et de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest.
vous allez pouvoir parler entre hommes du terrain. Ah oui, ça, oui. Je sens que la discussion va être... Elle va être précise, au moins. On va parler de choses qu'on connaît. Ceci se fait sous la protection des forces impartiales. Il a de l'humour ce matin. Oui, oui, j'ai l'impression. Discussion plutôt décontractée avec Chérif Ousmane, une figure de la rébellion. Au programme ce jour-là, une négociation délicate. Mettre au point un calendrier de désarmement avec les commandants rebelles et loyalistes. Une journée chargée puisque les responsables politiques des deux camps doivent eux aussi se retrouver, mais à Abidjan. Le numéro 2 du MPCI, la vitrine politique de la rébellion, s'apprête à y participer. Les accords de Marcoussis doivent être appliqués. Elles doivent l'être. Est-ce qu'ils peuvent l'être? Je vous réponds qu'elles doivent l'être, parce qu'il y va de la survie de la Côte d'Ivoire. Donc elles doivent l'être. Il faut que tout le monde fasse en sorte qu'elles le soient et le sera. Vous avez bon espoir? C'est pas que j'ai espoir, mais nous ferons en sorte qu'elles le soient. Que ces accords soient appliqués. Je vous dis que c'est la survie du pays. Il n'y a pas une autre voie. Ça prendra son temps, hein, puisque il n'y a pas de génération spontanée. On a mis du temps pour se dégrader. On mettra peut-être le même temps pour se remettre. Le temps presse, c'est un appareil des Nations Unies qui emmène la délégation rebelle vers la capitale loyaliste. Bouaké et ses 120 000 habitants vivent toujours une situation difficile malgré le cessez-le-feu. L'ancien centre des affaires est complètement bouclé, chacun soigneusement fouillé avant d'y pénétrer. Tout le quartier, autrefois florissant, est à l'abandon. Rien n'a réouvert depuis la rébellion. Tout est fermé depuis septembre 2002, y compris les banques dévalisées les unes après les autres. Voici quelques mois. Tu peux faire décaler, Michel, le flux, non? Décaler le trou? Ouais. En fait, le coffre a été... ils sont rentrés dans le sol des coffres par le dessus. Ils ont fait un trou assez impressionnant. Ils ont repercé les coffres à l'intérieur. Il y a un travail exceptionnel. Elle a le coffre? Putain, c'est le coffre là-bas? Ouais. Depuis ces attaques de banque, un détachement français campe ici en permanence. Et la force Licorne en a profité pour s'installer définitivement en zone rebelle. À Bouaké, le marché principal de la ville a repris un semblant de vie normale. Mais depuis le début de la guerre, les vols et les pillages n'ont jamais vraiment cessé, aggravés par le blocus économique dans ce pays coupé en deux. Pour assurer la sécurité, militaires français et soldats rebelles ont donc décidé de s'afficher en même temps dans les rues de la ville. D'habitude, deux colonnes, les espaces de chaque côté de la route. Vous occupez bien les deux espaces à chaque fois, hein, de chaque côté. C'est bon, on y va. Des patrouilles mixtes assurées depuis le mois d'octobre dans tous les quartiers. Et manifestement, ça ne choque personne, bien au contraire. L'intérêt pour les patrouilles mixtes dans Bouaké, c'est de montrer la présence des forces impartiales. Et puis également, de pouvoir rassurer la population suite à l'appel des forces nouvelles, donc de venir plus ou moins les aider à sécuriser la ville. Parce qu'il y a des gros problèmes de sécurité? Il n'y a pas forcément des gros problèmes de sécurité, parce que c'est toujours dans des forces du type des forces nouvelles. Comme au sud, on peut trouver des gens de toute façon qui sont incontrôlés. Il peut s'agir de pillards, des bandits, toutes sortes d'exactions peuvent être faites par ces gens-là. Pour cela, il n'y a pas d'autre secret que d'être présent dans la ville et d'être présent partout. En fait, c'est surtout la prolifération des armes qui encourage ici le banditisme. Un phénomène devenu gênant pour les forces rebelles, très soucieuses désormais de leur image. Lorsqu'on parle de rébellion, les gens se font une certaine image de notre personne, de notre mouvement. Et il faudrait quand même montrer aux yeux du monde, aux yeux de tout le monde, que c'est parce que c'est une rébellion que c'est un désordre. Voilà, nous travaillons et l'administration fonctionne. Et que la population peut désormais compter sur nous. Le discours du lieutenant est bien rodé et politiquement correct devant les Français. Mais au quartier général de la rébellion à Bouaké, le discours est plus tranché. Guillaume Soro,
l'homme fort du mouvement oublie la langue de bois. Dans cette crise, nous avons découvert que la France a obtenu, du moins à organiser, financer entièrement un accord, et elle tient à ce que cet accord-là soit intégralement appliqué. Licorne remplit son contrat jusqu'à présent selon vous? Écoutez, Licorne remplit très bien son contrat et nous sommes donc agréablement surpris. Mais je dois vous rappeler que nous avions des raisons d'en vouloir à Licorne. Parce qu'au moment où les forces nouvelles avaient la supériorité sur le terrain et qu'évidemment donc, nous aurions pris ce pouvoir quelques jours seulement après l'insurrection, les Français se sont interposés et ont bloqué, empêché l'avancée des forces nouvelles sur Abidjan. Les Français ne sont l'allié de personne. Les Français, ici en Côte d'Ivoire, protègent leurs intérêts. Je pense que les Français n'aiment pas les forces nouvelles, les Français n'aiment pas particulièrement Gbagbo. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, il ne s'agit pas d'aimer l'un ou l'autre des camps. Il s'agit de travailler à la paix. Et je pense que les Français, pour eux, c'est d'amener la Côte d'Ivoire à la stabilité, pour continuer, bien entendu, donc, de gérer les intérêts économiques centenaires qu'ils ont dans notre pays. Retour à Abidjan, la capitale économique. Déjeuner de travail pour les patrons français de Côte d'Ivoire au Sofitel, fleuron d'un grand groupe hôtelier hexagonal. Thème du colloque ce jour-là, le rôle du transitaire dans l'import-export. Mais personne n'est dupe. Tous ces chefs d'entreprise n'attendent qu'une chose, que les accords de Marcoussis soient appliqués pour que l'économie du pays redémarre. Dirigeants de filiales ou patrons de PME, ils sont plus de 500 en Côte d'Ivoire. Avec la guerre, 4000 Français sont partis, mais eux sont restés. Michel Ivanov s'est mis à son compte voici 35 ans. Il a connu l'âge d'or de la Côte d'Ivoire, une époque où tout le monde faisait fortune en quelques mois. Mais aujourd'hui, le temps des vaches maigres commence à durer. 2000, c'était pas terrible. 2001, c'était à peu près dans les mêmes eaux. Ça stagnait plus ou moins. 2002, on commençait à sentir une amélioration. Et puis, à nouveau, les problèmes de septembre 2002. Et à nouveau, on a replongé, si je puis dire. Très franchement, nous n'avons aucune visibilité aujourd'hui. Nous travaillons pratiquement, je ne dirais pas au jour le jour, mais presque. L'entreprise Ivanov dans les faubourgs d'Abidjan, une petite fabrique de moulage plastique. 50 ouvriers avant la guerre, à peine la moitié aujourd'hui. Ben oui, je sais que c'est le 3e moule. Mais comment se fait-il qu'il n'est pas fini encore? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Le carnet de commandes en a pris un coup, le chiffre d'affaires aussi. Attends, tu sais qu'il faut faire 15 pièces par jour. 15 pièces par jour. Si on ne fait pas 15 pièces par jour, on ne sera pas dans les délais. Il ne faut surtout pas se décourager. Voilà. Le problème, il est là. On a parfois tendance à... Beaucoup de gens se sont découragés. D'ailleurs, ceux qui sont partis, c'est qu'ils étaient découragés. Et puis, vous savez, tout est une question de point de vue personnel. J'ai pas envie de tenter une nouvelle expérience dans un autre pays. Les connaissant un petit peu, je ne crois pas qu'il y ait un autre pays qui offre autant de possibilités que la Côte d'Ivoire. Je ne crois pas. Près de 2 mois après le discours du président Gbagbo, aucun incident majeur n'a été déploré sur le terrain. Le spectre de la guerre civile s'éloigne, les troupes regagnent leurs casernes et le désarmement est en cours. Côté politique, les ministres rebelles ont fait leur grand retour au gouvernement de réconciliation nationale début janvier. Les réformes prévues à l'agenda de Marcoussis, éligibilité à la présidence de la République, accès à la nationalité et propriété foncière, ces questions très sensibles devront être réglées. Ce sera le prochain grand test de la réconciliation avant les élections législatives et présidentielles en principe prévues en 2005. Des élections sous la haute vigilance de la communauté internationale et de la France.